Vendredi soir, Martina Hoffmann était assise seule dans son appartement à Düsseldorf et fixait la chaise vide en face d'elle. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Thomas s'y était assis pour la dernière fois. 5 ans depuis qu'elle s'était réveillée un matin et avait trouvé son corps froid à côté d'elle. Crise cardiaque, avaient dit les médecins. Aucun signe avant-coureur, aucun symptôme. Il était simplement parti. À 42 ans, elle était devenue veuve et la vie qu'ils avaient si soigneusement construite s'était effondrée en une seule nuit. Les premiers mois après sa mort avaient été comme un tunnel sombre sans issue. Ses amis et sa famille avaient essayé de l'aider, mais leurs paroles ne l'atteignaient pas. Elle ne faisait plus que fonctionner. Le matin, elle se levait, se rendait au bureau de sa petite agence de marketing, accomplissait ses tâches mécaniquement et retournait le soir dans son appartement silencieux. La nourriture n'avait plus de goût. Elle n'écoutait plus de musique. Même le soleil lui semblait gris. Avec le temps, elle a appris à gérer son chagrin. Il est devenu partie intégrante de son quotidien, un compagnon permanent dont elle ne pouvait se débarrasser, mais avec lequel elle devait vivre. Son amie Catherine l'avait finalement convaincue de rejoindre un petit groupe de femmes qui partageaient toutes un destin similaire. Une fois par an, elles s'envolaient ensemble pour Antalya. Pas de fêtes endiablées, pas de tentatives désespérées pour reconquérir la vie. Juste le soleil, la mer et la compagnie de personnes qui comprenaient ce que signifie continuer à vivre quand une partie de soi-même est morte. À l'automne 2019, elle se retrouva à nouveau à l'aéroport. Sa valise était faite, son billet imprimé, et elle ressentait comme d'habitude l'excitation de retrouver la chaleur et de s'évader de l'automne allemand. Mais cette année, quelque chose semblait différent. Peut-être était-ce parce qu'elle venait de fêter son 43e anniversaire. Seule, avec une bouteille de vin rouge et de vieilles photos de Thomas. Ou peut-être parce que pour la première fois depuis des années, elle avait ressenti à quel point elle aspirait à la proximité humaine. Pas seulement à l'amitié ou à la compréhension, mais à quelqu'un qui la voyait à nouveau comme une femme, comme quelqu'un qui pouvait être aimé. L'hôtel à Antalya était le même que chaque année. Un grand complexe 5 étoiles bien entretenu, situé directement au bord de la Méditerranée. Le hall était lumineux et aéré, avec de hauts plafonds et des sols en marbre qui brillaient au soleil. Martina s'enregistra, salua la réceptionniste qui la connaissait encore de l'année dernière et se dirigea vers sa chambre. Cette routine familière la rassurait. Ici, elle savait à quoi s'attendre. Pas de surprise, pas de moments désagréables. Le premier soir, les femmes se retrouvèrent comme d'habitude au bar. Catherine était déjà là, ainsi que Sandra et Birgit, 2 autres femmes du groupe. Elles buvaient du vin blanc, riaient de petites anecdotes du quotidien et profitaient de la brise chaude du soir qui soufflait de la mer. Martina se sentait à l'aise en leur compagnie. Il n'y avait aucune pression pour être joyeuse ou faire semblant que tout allait bien. Elles savaient toutes comment c'était, et cela suffisait. Vers 22 heures, les autres femmes prirent congé les unes après les autres. Martina resta assise. Elle n'était pas fatiguée et appréciait le calme qui régnait dans le bar après le départ de la plupart des clients. Le barman, un homme âgé aux cheveux gris et au regard amical qu'elle connaissait depuis l'année dernière, s'approcha d'elle et lui demanda si elle voulait boire quelque chose. Elle commanda un verre d'eau. Puis il se pencha légèrement vers elle et lui dit doucement en allemand « Excusez-moi, mais il y a un client qui aimerait vous parler. Il m'a demandé de vous demander d'abord si cela vous convenait. » Martina leva les yeux, surprise. « Qui ?» Le barman désigna discrètement une table dans le coin. Un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux foncés et à la barbe soignée, était assis là. Il portait une chemise bleu clair et semblait à sa place ici. Il n'était pas envahissant, ni comme quelqu'un qui était à la recherche d'une proie. Il leva la main en signe de salut et lui adressa un sourire discret. Martina hésita. Son premier réflexe était de dire non. Elle n'était pas venue ici pour faire des rencontres. Mais quelque chose dans la façon dont l'homme la regardait la fit réfléchir. Ce n'était pas un regard avide, ni un regard insistant. C'était plutôt un regard curieux, respectueux. Et le barman avait demandé son avis, au lieu de simplement laisser l'homme s'approcher. C'était inhabituel. « D'accord », dit-elle finalement. Le barman acquiesça et retourna vers l'homme. Quelques minutes plus tard, celui-ci se tenait devant sa table. Il se présenta sous le nom de Mehmet, parlait couramment allemand avec un léger accent et demanda poliment s'il pouvait s'asseoir. Martina accepta. Les premières minutes de la conversation furent agréablement anodines. Mehmet raconta qu'il venait d'Istanbul, mais qu'il se rendait souvent à Antalya pour affaires. Il dirigeait une petite entreprise qui fabriquait et exportait des articles en cuir de haute qualité. Des sacs, des ceintures, des vestes. Rien d'extraordinaire, mais ça marchait bien.
Il était là pour une semaine afin de rencontrer des fournisseurs et de se détendre un peu. Martina écoutait sans trop se dévoiler. Mais Mehmet ne la pressait pas. Il ne posait pas de questions indiscrètes, n'essayait pas de la faire parler. Au lieu de cela, il parlait de lui, de son enfance dans un petit village près d'Ankara, de son père, qui était également artisan, et de la façon dont il avait déménagé à Istanbul pour créer sa propre entreprise. Puis, tout à fait incidemment, il mentionna qu'il était veuf. Sa femme était décédée 8 ans auparavant, d'un cancer. Ils avaient eu 2 filles, toutes 2 adultes aujourd'hui. L'aînée étudiait la médecine à Ankara, la cadette travaillait dans son entreprise. Martina sentit quelque chose bouger en elle. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle rencontrait quelqu'un qui comprenait son chagrin sans qu'elle ait besoin de l'expliquer. Mehmet ne parlait pas de la perte de sa femme d'un ton larmoyant, mais on l'entendait dans sa voix. Cette légère tristesse qui ne disparaît pas, peu importe le nombre d'années qui passent. « Je suis désolée, dit-elle doucement. « Merci, répondit-il. Mais la vie continue, n'est-ce pas? On apprend à vivre avec. » Elle acquiesça. Pour la première fois de la soirée, elle sourit sincèrement. La conversation se poursuivit pendant encore 1 heure. Mehmet parla de ses filles, de son entreprise, des défis liés à la gestion d'une petite entreprise en Turquie. Martina parla avec prudence de son agence, de son travail, mais pas de Thomas. Pas encore. Quand ils se sont finalement quittés, Mehmet lui a demandé si elle aurait envie de prendre un café avec lui le lendemain. Rien d'extraordinaire, juste une promenade dans la vieille ville. Martina a hésité, puis a accepté. Elle est allée dans sa chambre et n'a pas réussi à s'endormir. Son cœur battait un peu plus vite que d'habitude, et elle ne savait pas si c'était bon ou mauvais signe. Elle s'était juré de ne plus jamais laisser personne l'approcher. L'idée de perdre à nouveau quelqu'un lui était insupportable, mais en même temps, elle sentait en elle une petite flamme qu'elle croyait éteinte depuis longtemps. Le lendemain matin, ils se retrouvèrent dans le hall. Mehmet semblait aussi détendu que la veille au soir. Il portait un jean et un t-shirt blanc, et son sourire était chaleureux, mais sans exagération. Ils se promenèrent dans les ruelles étroites de la vieille ville d'Antalya, passant devant de petites boutiques qui vendèrent des épices, des tapis et des souvenirs. Mehmet lui montra des endroits qu'elle ne connaissait pas encore, lui raconta des anecdotes sur la ville et son histoire. Ils s'assirent dans un petit café et burent un café turc. Mehmet lui posa des questions sur sa vie en Allemagne, et cette fois, elle lui parla de Thomas, de sa mort soudaine, du vide qu'il avait laissé et de la difficulté qu'elle avait eue à continuer à vivre. Mehmet l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, il dit simplement « Je comprends. On pense qu'on ne se sentira plus jamais normal. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on peut à nouveau rire sans se sentir coupable. » Martina acquiesça. Elle savait qu'il avait raison, mais c'était la première fois que quelqu'un l'exprimait d'une manière qui lui semblait vraie. Ils passèrent beaucoup de temps ensemble les jours suivants. Mehmet lui fit découvrir des endroits hors des sentiers battus, l'emmena dans de petits restaurants où ils mangèrent des plats traditionnels turcs et lui raconta sa vie. Martina se sentait à l'aise en sa présence. Il ne se montrait pas insistant, respectait ses limites et semblait vraiment s'intéresser à elle, et pas seulement à une brève aventure de vacances. Catherine remarqua le changement chez son amie. « Tu sembles plus heureuse, lui dit-elle un soir alors qu'elles étaient assises ensemble au bord de la piscine. « Peut-être que je le suis, répondit Martina doucement. « Sois prudente, l'avertit Catherine. Je ne veux pas que tu sois blessée. »« Je suis prudente, assura Martina, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle s'était déjà engagée. Mehmet était différent de tout ce qu'elle avait connu ces dernières années. Il semblait authentique. Le 5e jour de leurs vacances, Mehmet lui demanda si elle voulait voir son magasin. Il se trouvait à quelques minutes seulement de l'hôtel et il aimerait lui montrer sur quoi il travaillait. Martina accepta, mais elle insista pour emmener Catherine avec elle. Non pas par méfiance, mais parce qu'elle sentait que c'était la bonne chose à faire. Le magasin était petit, mais bien rangé. Il était situé dans une rue calme, non loin du port. À l'intérieur, ça sentait le cuir et l'huile. Des sacs et des vestes finies étaient accrochés au mur, et des outils et des morceaux de cuir étaient posés sur une grande table au milieu de la pièce. Un jeune homme, que Mehmet présenta comme son assistant, travaillait sur un sac. Mehmet leur fit visiter la pièce, leur expliqua le processus de fabrication et leur montra des photos de commandes précédentes. Catherine restait polie, mais Martina voyait qu'elle était sceptique. Plus tard, lorsqu'elles se retrouvèrent seules, Catherine dit « Il est gentil, mais je connais ses histoires. Sois prudente, d'accord ?» Martina acquiesça, mais elle ne pouvait pas prendre cet avertissement au sérieux. Mehmet ne lui avait donné aucune raison de ne pas lui faire confiance. Au contraire, il était ouvert, honnête et respectueux. Elle se sentait en sécurité avec lui.
Le dernier soir avant leur départ, ils se promenèrent ensemble sur la plage. Le soleil se couchait et la mer scintillait dans les derniers rayons de la journée. Mehmet lui prit la main et dit « Je veux te revoir, Martina. Pas seulement ici, mais aussi en Allemagne. Je veux savoir si ce que nous avons ici fonctionne aussi dans le monde réel. » Martina sentit son cœur battre plus fort. « Moi aussi, » dit-elle doucement. Ils s'embrassèrent pour la première fois. Ce n'était pas un baiser passionné, mais quelque chose de doux, de prudent, comme s'ils avaient tous deux peur de briser quelque chose de fragile. Au cours des semaines suivantes, ils s'écrivirent tous les jours. De longs messages dans lesquels ils parlaient de leur journée, de leurs rêves et de leurs peurs. Mehmet l'appelait régulièrement et ils avaient des conversations qui duraient jusque tard dans la nuit. Martina se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle riait à nouveau, se réjouissait des messages qui s'affichaient sur son téléphone portable et commençait à faire des projets pour l'avenir. Catherine restait sceptique. « Tu le connais à peine », lui dit-elle un soir, alors qu'elle buvait un verre de vin ensemble. « Que sais-tu vraiment de lui ?»« J'en sais assez, » répondit Martina. « Je sais qu'il me rend heureuse. »« Ce n'est pas suffisant, » dit Catherine. Mais Martina ne voulait pas l'écouter. Elle en avait assez de la prudence, assez de la peur. Elle voulait revivre. En décembre, Mehmet prit l'avion pour Düsseldorf afin de lui rendre visite. C'était la première fois qu'ils se voyaient en dehors d'Antalya, et Martina était nerveuse. Et si les choses étaient différentes en Allemagne? Et si la magie n'avait existé qu'en vacances? Mais lorsqu'elle l'aperçut à l'aéroport, elle sut que ses inquiétudes étaient infondées. Il la serra dans ses bras et tout sembla parfait. Ils passèrent une semaine merveilleuse ensemble. Elle lui fit découvrir sa ville, lui présenta ses amis, et il s'intégra parfaitement dans sa vie. Lorsqu'il repartit, il promit de revenir bientôt. Et il tint sa promesse. Au cours des mois suivants, ils ont fait des allers-retours en avion. Martina lui a rendu visite à Istanbul, a fait la connaissance de ses filles et s'est sentie la bienvenue dans son monde. Tout semblait parfait. Mais ensuite, en mars 2020, tout a changé. La pandémie a bouleversé le monde en quelques semaines. Les frontières se sont fermées, les vols ont été annulés et soudain, il était impossible de se rendre visite. Martina était bloquée à Düsseldorf, Mehmet à Istanbul. Les appels vidéo sont devenus plus fréquents, plus longs, plus intenses. Ils se parlaient tous les soirs, parfois jusqu'au petit matin. Mehmet lui racontait les difficultés qu'il avait à maintenir son activité pendant le confinement. Des commandes avaient été annulées, des fournisseurs avaient fermé et le loyer du magasin l'écrasait. Martina entendait l'inquiétude dans sa voix. Elle-même était confrontée à des problèmes. Son agence avait perdu plusieurs clients et elle avait dû mettre ses employés au chômage partiel. Mais elle avait des réserves. Elle avait été prudente au fil des ans, avait économisé et investi judicieusement. Mehmet, en revanche, semblait désespéré. « Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir », a-t-il déclaré un soir d'avril. « La banque ne veut pas prolonger le prêt. Si je ne paie pas la prochaine échéance, je vais tout perdre. » Martina ressentit un pincement au cœur. Elle voulait l'aider. « De combien as-tu besoin ?» Mehmet hésita. « Non, Martina, je ne peux pas te demander de l'argent. Ce ne serait pas correct. »« Je te le propose, » dit-elle avec détermination. « Nous sommes ensemble. Si tu as des problèmes, ce sont aussi les miens. » Il fallut plusieurs discussions avant que Mehmet ne cède finalement. 15 000 €. Assez pour rassurer la banque et payer les factures les plus importantes. Martina transféra l'argent sans hésiter. C'était un investissement dans leur avenir commun, se dit-elle. Mehmet était submergé de gratitude. Il promit de rembourser chaque centime dès que la situation s'améliorerait. Martina balaya ses protestations d'un geste de la main. « Nous formons une équipe, » dit-elle. Les mois passèrent. L'été arriva et les frontières se rouvrirent lentement. En juillet, Martina s'envola pour Istanbul. C'était la première fois depuis des mois qu'elle voyait Mehmet en personne. Il est venu la chercher à l'aéroport et ils se sont tombés dans les bras. Elle avait l'impression que des années s'étaient écoulées. Elle a passé 2 semaines chez lui. Il lui a fait découvrir Istanbul, Sainte-Sophie, le Grand Bazar, les îles des Princes. Ils ont dîné avec ses filles et Martina s'est sentie comme un membre de la famille. Tout semblait parfait. Mais peu avant son départ, Mehmet évoqua en passant un nouveau problème. Une grosse commande avait été annulée de manière inattendue. Le client avait déposé le bilan et Mehmet se retrouvait avec les frais de matériel sur les bras, 20 000 €. Il semblait abattu, mais essayait de minimiser la situation. « Je trouverai une solution », dit-il. Martina ressentit à nouveau cette envie d'aider. Elle avait l'argent. Son agence se remettait lentement et elle avait encore des réserves. « Laisse-moi t'aider », dit-elle.
Mehmet secoua la tête. Tu as déjà tellement fait. Mais Martina insista. Cette fois, elle transféra l'argent directement sur son compte professionnel. Elle lui faisait confiance. Il ne lui avait jamais donné de raison de ne pas le faire. De retour en Allemagne, Catherine commença à poser des questions. Tu lui as donné de l'argent ? C'est un prêt, se défendit Martina. Tu as un contrat ? Nous n'avons pas besoin de contrat. Nous nous faisons confiance. Catherine soupira. Martina, je m'inquiète pour toi. Je vais bien, répondit Martina, mais sa voix semblait moins convaincante qu'elle ne l'aurait souhaité. À l'automne, la 3e demande arriva. Cette fois-ci, il s'agissait d'une situation d'urgence. Le propriétaire de Mehmet menaçait de l'expulser s'il ne payait pas immédiatement le loyer impayé. 25 000 €. Mehmet semblait désespéré au téléphone. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Mes filles n'ont pas d'argent, ma famille est pauvre. Si je perds ce magasin, je perds tout. Mon existence, mon avenir, notre avenir. Martina restait éveillée la nuit à ruminer. Elle lui avait déjà donné 60 000 €. Si elle payait à nouveau, elle perdrait une grande partie de ses économies. Mais Mehmet était l'homme qu'elle aimait. L'homme avec lequel elle voulait passer le reste de sa vie. Comment pouvait-elle le laisser seul dans cette situation ? Elle lui transféra l'argent. Cette fois-ci par virement international, rapide et simple. Mehmet la remercia avec effusion. Il promit de tout rembourser dès qu'il serait remis sur pied. Martina le crut. Elle devait le croire. Mais ses communications se firent alors plus rares. Les appels quotidiens se transformèrent en messages occasionnels. Quand elle l'appelait, il était occupé, stressé, ne pouvait pas parler longtemps. « Je travaille jour et nuit pour remettre tout en ordre », expliquait-il. Martina essayait d'être patiente, mais un sentiment désagréable commençait à grandir en elle. Quelque chose n'allait pas. En novembre, elle s'est envolée pour Istanbul sans prévenir. Le vol vers Istanbul lui a semblé interminable. Martina regardait par le hublot et observait les nuages défiler sous ses yeux. Elle n'avait pas prévenu Mehmet de sa venue. Une partie d'elle voulait lui faire la surprise, une autre craignait sa réaction. Les dernières semaines les avaient changés. Les messages brefs et distants, les réponses évasives, le sentiment constant que quelque chose d'important lui était caché. À l'aéroport Atatürk, elle prit un taxi pour se rendre directement à son adresse. C'était le début de l'après-midi et la ville était pleine de vie. La circulation était chaotique comme d'habitude et le chauffeur manœuvrait habilement dans les rues étroites. Martina avait l'adresse de son magasin en tête. Elle allait d'abord s'y rendre. Elle reconnut le quartier où se trouvait son magasin depuis sa dernière visite. Les ruelles étroites avec leurs vieux bâtiments, les petits cafés, les odeurs d'épices et de pain frais. Son cœur battit plus fort lorsque le taxi s'arrêta. Elle paya et descendit. La rue était calme. Trop calme. Martina s'approcha lentement de la porte par laquelle elle était entrée la dernière fois. Mais en s'approchant, elle remarqua que quelque chose n'allait pas. Les vitres étaient poussiéreuses et à travers le verre, elle pouvait voir que la pièce était vide. Pas d'outils, pas d'articles en cuir, pas de meubles, seulement des murs nus et du béton apparent. Un frisson glacial lui parcourut le dos. Elle essaya d'ouvrir la porte, mais elle était fermée à clé. Une affiche sur la porte indiquait un numéro de téléphone pour les demandes de location. Le magasin était vide. Martina recula en titubant. Ses pensées se bousculaient dans sa tête. Peut-être avait-il déménagé. Peut-être que le propriétaire l'avait finalement expulsé et qu'il avait trouvé un nouvel endroit. Il devait y avoir une explication. Elle sortit son téléphone portable et appela Mehmet. La sonnerie retentit plusieurs fois, puis la messagerie vocale prit le relais. « Mehmet, je suis à Istanbul. Je suis devant ton magasin, mais il est vide. Où es-tu ? Rappelle-moi, s'il te plaît. » Elle attendit 20 minutes. Pas de réponse. Martina décida de se rendre à son appartement. Elle se souvenait de l'adresse. Ce n'était pas loin, à peut-être 15 minutes à pied. Son estomac se nouait à chaque pas. L'appartement se trouvait dans un immeuble ancien, dans un quartier résidentiel calme. Martina y avait déjà passé une nuit pendant l'été. Elle sonna à la porte. Personne ne répondit. Elle sonna à nouveau, plus longtemps cette fois. Toujours rien. Une femme âgée descendit les escaliers. Martina lui adressa la parole en anglais. « Excusez-moi, connaissez-vous Mehmet ? Il habite ici. » La femme secoua la tête. « Il n'y a pas de Mehmet ici. L'appartement est vide depuis 2 mois. » Martina sentit ses jambes fléchir. « Mais j'étais ici. En été, il habitait ici. » La femme haussa les épaules. « Peut-être. Mais il n'y a personne ici maintenant. » Martina s'appuya contre le mur. Elle avait la tête qui tournait. Elle essaya à nouveau d'appeler Mehmet. Cette fois, son téléphone était éteint.
Elle s'assit sur les marches devant l'immeuble et essaya de réfléchir clairement. Que devait-elle faire? Aller à la police? Mais que devait-elle dire? Qu'elle avait donné de l'argent à un homme et qu'il avait disparu. Elle n'avait aucune preuve, aucun contrat, rien. Son téléphone vibra. Un message provenait d'un numéro inconnu. « Martina, je suis désolé. J'ai dû partir. C'est compliqué. S'il te plaît, n'essaie pas de me retrouver. » Ses mains tremblaient lorsqu'elle répondit. « Qu'est-ce que ça veut dire? Où es-tu? Et l'argent ?» Pas de réponse. Martina passa l'heure suivante à arpenter les rues. Elle retourna au magasin, puis à l'appartement. Elle espérait le voir quelque part, trouver une explication. Mais il n'y avait rien. Finalement, elle appela Catherine. Son amie répondit immédiatement. « Martina? Que se passe-t-il ?»« Il est parti, Catherine. Tout est parti. Le magasin, l'appartement. » Il ne répond pas. Il y eut un long silence. Puis Catherine dit doucement. « Rentre à la maison, s'il te plaît. » Martina trouva un hôtel près de la place Taksim. Elle ne pouvait pas rentrer en Allemagne sans réponse. Le lendemain matin, elle se rendit à l'ambassade d'Allemagne. Un fonctionnaire aimable l'écouta, prit des notes, mais son expression en disait long. « Je comprends votre situation, dit-il. Mais sans contrat, sans documents officiels, il est difficile d'entreprendre quoi que ce soit sur le plan juridique. Vous pouvez porter plainte auprès de la police turque, mais les chances de récupérer votre argent sont minces. »« Il m'a dit qu'il m'aimait, » murmura Martina. Le fonctionnaire acquiesça avec compassion. « Ils disent tout ça. » Martina quitta l'ambassade comme sous le choc. Elle se rendit au commissariat, remplit des formulaires et fit une déposition. Les agents étaient polis, mais distants. L'un d'eux lui dit dans un allemand approximatif « Beaucoup de femmes viennent, toujours la même histoire. Nous essayons, mais la plupart du temps, l'homme est déjà parti. »« Combien ?» demanda Martina. « Beaucoup, » répéta le fonctionnaire. Le dernier jour de son séjour à Istanbul, Martina retourna au magasin. Cette fois, elle parla au propriétaire du café voisin. Un homme âgé avec une moustache grise. Il se souvenait de Mehmet. Oui, il était ici, mais seulement brièvement, peut-être 3 ou 4 mois, puis il est parti. Que faisait-il ici? L'homme haussa les épaules. Rien, le magasin était toujours vide. Parfois des femmes venaient, des touristes. Il leur montrait des sacs, mais je ne l'ai jamais vu vraiment travailler. Martina sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle rentra à Düsseldorf avec la certitude d'avoir perdu 60 000 € et une partie de son âme. L'appartement à Düsseldorf lui semblait plus étranger que jamais. Martina était assise sur le canapé qu'elle avait choisi autrefois avec Thomas et fixait son téléphone portable. Aucun message, aucun appel. Mehmet avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Les photos sur son téléphone portable étaient la seule preuve de son existence. Mais même celles-ci lui semblaient désormais être des mensonges. Catherine venait tous les jours. Elle apportait de la nourriture que Martina ne touchait pas. Elle parlait tandis que Martina restait assise en silence. « Tu dois aller voir la police ici », insistait Catherine. « Peut-être qu'ils pourront faire plus que les autorités turques. » Martina secouait la tête. « Que pourrait-il faire? Je lui ai donné cet argent de mon plein gré. Il n'y avait ni contrat, ni témoin. J'ai été stupide, c'est tout. »« Tu n'as pas été stupide, » affirma Catherine. « Tu as été manipulée. Ce n'est pas la même chose. » Mais Martina ne voyait pas la différence. La honte était écrasante. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Tous les signes avant-coureurs étaient là. Le scepticisme de Catherine, les histoires vagues, les difficultés financières constantes. Mais elle n'avait pas voulu voir. Elle cherchait tellement l'amour qu'elle avait ignoré la réalité. Au bout de 2 semaines, Catherine la força à aller voir la police. Le fonctionnaire à Düsseldorf était plus aimable que ceux d'Istanbul, mais son message était le même. « Les escroqueries sentimentales sont difficiles à poursuivre », expliqua-t-il. « Surtout lorsque l'auteur se trouve à l'étranger. Nous pouvons enregistrer votre plainte et la transmettre à Interpol, mais vous ne devez pas vous faire trop d'illusions. »« Y a-t-il d'autres victimes ?» demanda Martina. Le policier a feuilleté quelques documents. « Nous avons eu plusieurs cas similaires ces dernières années. Des femmes qui ont rencontré des hommes en Turquie. Le schéma est toujours le même. Une romance de vacances, un attachement émotionnel, puis des difficultés financières. Combien? Officiellement, peut-être une 20aine au cours des 3 dernières années. Mais le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé. Beaucoup de femmes ne le signalent pas. Par honte. » Martina ne le comprenait que trop bien. Les semaines passèrent. Martina essaya de revenir à la normale. Elle retourna au bureau,
accomplit son travail machinalement. Mais la nuit, elle restait éveillée et repassait dans sa tête chaque conversation, chaque moment passé avec Mehmet. Avait-il jamais éprouvé de vrais sentiments pour elle? Ou tout n'avait-il été qu'un mensonge depuis le début? Ses collègues remarquèrent le changement. Elle avait maigri, était pâle, son regard était vide. L'un de ses plus anciens clients lui demanda avec inquiétude si tout allait bien. Martina sourit et mentit. « Je suis juste fatiguée. Beaucoup de travail. » En janvier, elle reçut un email. L'expéditeur était une adresse qu'elle ne connaissait pas, mais le nom dans l'objet fit bondir son cœur. Mehmet Yılmaz, avertissement. Les mains tremblantes, elle ouvrit le message. Il était écrit en allemand, avec plusieurs fautes de grammaire. « Bonjour. Je m'appelle Sophie. J'ai lu votre histoire sur un site web pour les victimes d'escroquerie. Je pense que nous avons été escroqués par le même homme. Mehmet Yılmaz, magasin d'articles en cuir à Istanbul, veuve avec 2 filles, je lui ai donné 25 000 € l'année dernière. Puis il a disparu. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. » Martina fixait l'écran. Une autre femme, une autre victime. Elle répondit immédiatement. Au cours des jours suivants, elles ont échangé des informations. Sophie était une veuve de 54 ans vivant à Hambourg. Elle avait rencontré Mehmet en 2019 à Antalya. L'histoire était presque identique. L'approche respectueuse, le deuil partagé, la lente construction de la confiance, les difficultés financières, la rupture soudaine du contact. « J'ai essayé de trouver d'autres victimes », écrivait Sophie. Il existe un groupe Facebook pour les femmes qui ont été escroquées en Turquie. Il compte plus de 200 membres. Beaucoup ont des histoires similaires. Martina a rejoint le groupe. Les messages étaient déchirants. Des femmes de tous âges, de différents pays, toutes avec la même histoire. Certaines avaient perdu des milliers, d'autres des centaines de milliers. Certaines avaient abandonné leurs économies, vendu leurs maisons, contracté des emprunts. Une femme autrichienne a publié la photo d'un homme qui ressemblait à Mehmet, mais qui portait un autre nom. Sem, était-il écrit en dessous. Une autre l'a reconnu comme étant Emre. Le même homme, différentes identités. Martina a ressenti un mélange de colère et de soulagement. Elle n'était pas seule. Elle n'était pas stupide. Elle avait été victime d'une escroquerie systématique, orchestrée par quelqu'un qui savait exactement comment exploiter les femmes vulnérables. Mais cette prise de conscience lui causa une nouvelle douleur. Rien de ce qu'elle avait vécu avec Mehmet n'avait été réel. Chaque mot, chaque caresse, chaque baiser avait été calculé. Il l'avait étudié, avait identifié ses points faibles et les avait exploités. Sophie proposa de se rencontrer en personne. Elles se retrouvèrent dans un café à Cologne, à mi-chemin entre Düsseldorf et Hambourg. Sophie était une femme élégante, aux cheveux gris courts et aux yeux tristes. Elles s'étreignirent sans un mot. « Pensez-vous que nous reverrons un jour cet argent ?» demanda Sophie. Martina secoua la tête. « Non, mais ce n'est plus la question. »« Alors pourquoi ?»« Pour avertir les autres femmes, pour qu'ils ne puissent plus détruire la vie des gens. » Elles passèrent des heures à comparer leurs expériences, à échanger des détails. À la fin, elles avaient une liste d'au moins 8 femmes qui avaient manifestement été trompées par le même homme. Elles décidèrent de tout documenter et de le transmettre aux médias. Lorsque Martina rentra chez elle ce soir-là, elle ressentit pour la première fois depuis des semaines quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Pas l'espoir d'obtenir justice ou réparation, mais l'espoir que sa douleur puisse avoir un sens. En février, Martina contacta un journaliste. Elle avait trouvé son nom dans le groupe Facebook. Il travaillait pour un grand journal allemand et avait déjà écrit plusieurs articles sur les escroqueries sentimentales. Il s'appelait David Krause et il a répondu à son email en quelques heures. Ils se sont rencontrés dans un café à Düsseldorf. David était plus jeune que Martina ne l'avait imaginé, peut-être la trentaine, avec des yeux vifs et un carnet qu'il a posé sur la table. « Merci de m'avoir contacté, a-t-il dit. Votre histoire est importante. » Martina lui a tout raconté, de leur première rencontre à Antalya à sa découverte à Istanbul. David a pris des notes, posé des questions précises, sans jamais l'interrompre. Lorsqu'elle a eu terminé, il s'est penché en arrière. « Vous n'êtes pas la première à me parler de cet homme, a-t-il dit. J'ai parlé à 4 autres femmes ces derniers mois. Toutes décrivent le même homme, les mêmes méthodes. Mais il utilise différents noms et change régulièrement de lieu. Pouvez-vous le retrouver ?» David hésita. La Turquie est un pays compliqué. Il existe là-bas des réseaux organisés qui se livrent précisément à ce type d'escroquerie. Les auteurs sont protégés, souvent par la corruption ou des liens familiaux. Même si nous savons qui il
Il est difficile de le traduire en justice. Alors il reste en liberté? Pas nécessairement. Si l'affaire attire suffisamment l'attention, si la pression est suffisante, les autorités peuvent être contraintes d'agir. C'est pourquoi je veux écrire à ce sujet. L'article a été publié 3 semaines plus tard. Il était long, détaillé et respectueux. David avait changé le nom de Martina, mais l'histoire était là. L'histoire de 5 femmes qui avaient perdu ensemble plus de 200 000 €. L'histoire d'une fraude systématique qui durait depuis des années. Les réactions ont été impressionnantes. Des centaines de commentaires ont été postés sous l'article en ligne. Certains étaient compatissants, d'autres critiques. Comment peut-on être aussi naïf, a écrit quelqu'un. Ces femmes l'ont bien mérité. Martina a lu les commentaires une fois, puis plus jamais. Mais il y a aussi eu des réactions positives. Des dizaines de femmes se sont manifestées avec des histoires similaires. L'article avait déclenché une avalanche. David a écrit un 2e article, puis un 3e. L'histoire a pris de l'ampleur. En mars, un journaliste turc a contacté Martina. Il avait lu l'article de David et voulait faire un reportage sur son site. En Turquie, beaucoup de gens ne savent pas à quel point ce problème est répandu, a-t-il expliqué au téléphone. Nous devons en parler. Son article a été publié dans un grand journal turc. Cette fois-ci, il y avait des photos suffisamment floues pour ne pas révéler les identités, mais suffisamment claires pour reconnaître les lieux. L'hôtel à Antalya, la rue à Istanbul, l'enseigne vide du magasin. 2 jours plus tard, la police turque a appelé. Un enquêteur nommé Kemal parlait un anglais approximatif. « Nous avons lu les articles. Nous voulons rouvrir le dossier. Pouvez-vous venir à Istanbul ?» Martina a hésité. L'idée d'y retourner lui faisait peur. Mais Sophie l'a encouragée. « Nous y allons ensemble, lui a-t-elle dit. Tu n'es pas seule. » En avril, Martina et Sophie ont pris l'avion pour Istanbul. Cette fois-ci, l'ambiance était différente. Elles n'étaient plus des touristes pleines d'espoir, mais des femmes en mission. Kemal les a accueillis au poste de police. C'était un homme sérieux, la quarantaine bien avancée, aux cheveux grisonnants. « Votre article a fait pression, a-t-il expliqué. Nous devons maintenant agir. » Elles passèrent des heures à faire des déclarations, à identifier des photos, à fournir des détails. Kemal leur montra une photo. « C'est lui ?» Martina fixa la photo. C'était Mehmet. Mais selon le dossier, il s'appelait Burak Demir. 48 ans, né à Izmir. Plusieurs condamnations pour fraude. « Il est connu ?» demanda Sophie. « Très connu, répondit Kemal. Depuis 2015, mais il est difficile à attraper. Il change constamment de nom, de ville, d'histoire. Nous pensons qu'il ne travaille pas seul. » Un réseau ? Kemal acquiesça. Il y en a d'autres, des hommes et des femmes. Ils partagent des informations, des stratégies. Ils savent comment aborder les touristes européens. Pourquoi rien n'a été fait ? Kemal soupira. Les ressources, les priorités. Et pour être honnête, la corruption. Certains de ces réseaux ont des relations. Mais maintenant, avec l'attention des médias, nous ne pouvons plus fermer les yeux. Le lendemain, Martina et Sophie retournèrent à leur hôtel à Antalya. Le barman était toujours là. Lorsqu'il les vit, il pâlit. « Je ne savais pas », dit-il immédiatement en allemand. « Je vous jure que je ne savais pas ce qu'il avait l'intention de faire. » Mais Martina ne le crut pas. Elle se souvint de la façon dont il avait présenté Mehmet. Trop lisse, trop mise en scène. « Vous avez été payé pour ça, dit-elle. » Ce n'était pas une question, mais une constatation. Le barman baissa les yeux. Sans lire. À chaque fois. Il disait que c'était juste du réseautage. Martina sentit la colère monter en elle, mais aussi la fatigue. Même les petites gens faisaient partie du système. De retour en Allemagne, Martina attendit des nouvelles de Kemal. Les semaines passèrent. Puis, en mai, la nouvelle arriva. « Nous l'avons trouvé. Arrêté à Bodrum. Il sera poursuivi en justice. » Martina fixait l'email. Elle ne ressentait ni joie, ni triomphe. Seulement un profond soulagement, mêlé d'épuisement. Sophie l'appela. « Tu as entendu ?»« Oui. Tu crois qu'il sera condamné ?»« Je ne sais pas, répondit Martina honnêtement. Mais au moins, il ne pourra plus faire de mal à personne pour le moment. Le procès a commencé en septembre 2021. Martina était assise dans la salle d'audience à Istanbul, entourée de 7 autres femmes. Elle connaissait certaines d'entre elles grâce au groupe Facebook, d'autres, elle les rencontrait pour la première fois ce jour-là. Elles avaient toutes vécu la même chose, entendu les mêmes mensonges, cru les mêmes promesses. Burak Demir fut amené menotté. Martina avait imaginé ce moment tant de fois.
Elle pensait ressentir de la colère, peut-être de la haine. Mais lorsqu'elle le vit, elle ne ressentit qu'un vide. L'homme devant elle était un étranger. Rien en lui ne rappelait le Mehmet qu'elle avait aimé. Ou peut-être que ce Mehmet n'avait jamais existé. Il ne la regardait pas. Pas une seule fois pendant toute l'audience. Il était assis là, le regard fixé au sol, pendant que le procureur lisait les chefs d'accusation. Fraude systématique dans 23 cas documentés. Dommage total estimé à plus de 400 000 €. Les femmes ont témoigné les unes après les autres. Une Autrichienne qui avait vendu sa maison pour l'aider. Une Française qui lui avait donné 100 000 € et avait ensuite fait une dépression nerveuse. Une Allemande de Munich qui avait tenté de se suicider après sa disparition. Martina était la dernière. Sa voix tremblait au début, puis s'est raffermie. Elle a parlé d'Antalya, des conversations, de l'espoir qu'elle avait retrouvé après des années de deuil. Elle a parlé des 60 000 €, mais aussi de ce qui ne pouvait être mesuré en argent. « Il ne m'a pas seulement pris mon argent », a-t-elle déclaré. « Il m'a volé ma foi en la possibilité de pouvoir à nouveau faire confiance à quelqu'un. » L'avocat de Burak a tenté de faire valoir que les femmes avaient donné leur argent de leur plein gré, qu'il n'y avait eu ni violence ni menace directe. Mais le juge n'a pas accepté cet argument. « La manipulation émotionnelle est aussi une forme de violence », a-t-il déclaré. Ces femmes ont été délibérément exploitées dans leurs moments les plus vulnérables. Le verdict a été rendu 3 jours plus tard. 7 ans de prison. Sans sursis. Burak a également dû payer des dommages et intérêts, même si tout le monde savait que l'argent ne serait jamais remboursé. Il n'avait rien. Tout ce qu'il avait pris aux femmes avait été dépensé depuis longtemps. Martina n'a ressenti aucune satisfaction lorsque le verdict a été prononcé. Sophie pleurait à côté d'elle, mais Martina ne pouvait pas verser de larmes. Elle se sentait juste fatiguée, tellement fatiguée. Après le procès, elles ont donné une conférence de presse. David était présent, ainsi que plusieurs journalistes turcs et allemands. Les femmes ont parlé ouvertement de leur expérience, de la honte qu'elles avaient dû surmonter, de l'importance d'avertir les autres. « Nous ne voulons pas être considérées comme des victimes », a déclaré Sophie. « Nous sommes des survivantes, et nous voulons que d'autres femmes tirent les leçons de nos erreurs. » Un journaliste a demandé à Martina « Regrettez-vous d'avoir pris l'avion pour Antalya ?» Martina a longuement réfléchi. « Non », a-t-elle finalement répondu. « Je regrette d'avoir ignoré les signaux d'alarme. Mais je ne regrette pas d'avoir essayé de revivre. La seule chose que je regrette vraiment, c'est de ne pas m'être fait confiance. » De retour à Düsseldorf, Martina a essayé de reconstruire sa vie. L'agence fonctionnait à nouveau mieux. La pandémie était terminée et l'économie se redressait. Elle avait gagné de nouveaux clients, de nouveaux projets. Mais elle travaillait désormais différemment, avec plus de prudence, plus de distance. Le groupe Facebook est resté actif. Martina est devenue l'une des administratrices. Elle a aidé d'autres femmes qui avaient vécu des expériences similaires. Elle les a écoutées, leur a donné des conseils, a partagé des ressources. Cela lui donnait un sentiment d'utilité. Au printemps 2022, elle organisa avec Sophie une réunion d'information à Düsseldorf. Le thème était « Reconnaître et éviter les escroqueries sentimentales ». Un psychologue parla des méthodes utilisées par les auteurs de ces escroqueries. Un policier expliqua comment porter plainte. Et Martina raconta son histoire. La salle était pleine. Plus d'une centaine de femmes étaient venues. Certaines ont raconté leur propre histoire. D'autres ont posé des questions. Une jeune femme, peut-être âgée de 25 ans, a déclaré « Je viens de rencontrer quelqu'un en ligne. Il me demande de l'argent. Je pensais que j'étais paranoïaque, mais maintenant je comprends que mon intuition était bonne. » « Écoute ton intuition, » a répondu Martina. Toujours. Catherine venait à chaque événement. Elle aidait à l'organisation, à l'accueil des invités. Un soir, après une séance particulièrement émouvante, elles se sont assises ensemble dans l'appartement de Martina. « Je suis fière de toi, » a dit Catherine. « Pourquoi ? Parce que tu n'as pas abandonné. Parce que tu as transformé tout cela en quelque chose de positif. » Martina sourit faiblement. « Je n'avais pas le choix. » « Si, tu avais le choix. Tu aurais pu te retirer, te taire, avoir honte, mais au lieu de cela, tu te bats. » Martina réfléchit à ces mots. Peut-être que Catherine avait raison. Peut-être était-ce sa façon de gérer la douleur, en empêchant les autres de commettre la même erreur. Un soir d'été, Martina était assise sur son balcon et regardait le coucher de soleil. Elle pensait à Thomas, aux 5 années qui s'étaient écoulées depuis sa mort, à Mehmet, à tout ce qu'elle avait perdu. Mais elle pensait aussi à Sophie, aux autres femmes,
aux vies qu'elle avait peut-être sauvées grâce à son histoire. Elle ne reverrait jamais cet argent. Elle le savait. Mais elle avait gagné autre chose. La prise de conscience qu'elle était plus forte qu'elle ne le pensait, que le deuil ne la définissait pas, qu'une erreur ne signifiait pas la fin. Son téléphone vibra. Un message de Sophie. « Tu as vu les informations ? Burak a avoué en prison. Il y a d'autres victimes. Au moins 50. » Martina soupira. 50 femmes. 50 vies qu'il avait détruites. Mais il était désormais derrière les barreaux. Il ne pouvait plus faire de mal à personne. Elle répondit « Nous avons fait ce qu'il fallait. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle le croyait vraiment. Le soleil disparut derrière les immeubles. La ville s'assombrit. Mais la lumière était encore allumée dans l'appartement de Martina. Elle se leva, entra et s'assit devant son ordinateur portable. Le groupe Facebook avait reçu un nouveau message. Une femme belge venait de rencontrer quelqu'un à Antalya. L'histoire lui semblait familière. Martina se mit à taper. « Bonjour, je comprends ce que tu ressens, mais laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé. » Et elle raconta. Encore une fois. Parce que chaque femme sauvée en valait la peine.